Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Karine Amiot, conseillère formation à la PFRH des Pays de la Loire. Avec les collègues de la PFRH, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème du télétravail et du management à distance, pour lequel nous avons eu environ 150 inscriptions. Donc, on espère que tous les inscrits auront pu se connecter, pourront être avec nous ce matin. Donc, c'est un webinaire d'environ 45 minutes à 1 heure. C'est un webinaire qui n'est pas une formation à distance, ça fera l'objet d'une proposition ultérieure et je pourrais l'évoquer peut-être en fin de webinaire. Il a été préparé avec Stéphane Léa à partir des éléments de l'enquête qui vous a été soumise en début de période de confinement. Donc, c'est avant tout un retour sur cette enquête et un éclairage très ciblé par rapport aux questions et aux interrogations que vous avez pu soulever et qui ont trait au management. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane Léa et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Alors. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur le management à distance. Donc, je m'appelle Stéphane Léa, je suis consultant, coach, formateur en management public. J'interviens sur des opérations d'accompagnement du changement. Aujourd'hui, avec certains d'entre vous, en tout cas sur le Grand Ouest, sur les SGC et sur une DRETS également en préfiguration. Les questions que vous avez soulevées dans l'enquête et que je vous présenterai en synthèse sont celles aussi des personnes que j'accompagne en coaching. J'accompagne une dizaine de personnes en ce moment, des managers intermédiaires ou managers supérieurs sur des opérations de restructuration. Et ces questions que vous avez posées sont des questions fortes, des questions difficiles à traiter en un temps si court. Alors, je ne serai pas évidemment exhaustif. Je serai pragmatique en ce sens où je partirai de vos questions et j'essaierai d'y répondre, non pas en faisant la synthèse des guides, des manuels qu'on voit à droite à gauche, mais en vous livrant mon analyse personnelle, je dirais mon vécu aussi en tant que formateur et que coach qui singulièrement en ce moment aborde beaucoup ces questions de management à distance, évidemment. Vous êtes nombreux à vous poser ces questions-là et les questions mettent en évidence les difficultés qu'il y a à manager à distance. C'est plus difficile de manager à distance que de manager en présence ou en proximité. Les questions souvent posées, c'est les questions de comment on crée une dynamique à distance, comment on motive à distance, comment on gère des conflits à distance. Voilà une chose bien difficile. Donc c'est parfois bouleversant. Bien sûr qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients au management à distance. En tout cas, ça nous oblige à un apprentissage accéléré. Moi-même, je suis en apprentissage accéléré pour maîtriser tous les outils qui sont mis à notre disposition, qui ne sont pas si simples que ça à utiliser dans un premier temps, mais ça crée cet apprentissage une sorte de dynamique, une motivation, je trouve aussi, à se réinventer, à revoir et à revoir nos contenus, nos évidences aussi parfois. Ça nous oblige à sortir de nos routines. Voilà, en tout cas, pour ce qui concerne le management, une formidable opportunité de se questionner. C'est aussi un extraordinaire révélateur de ce qui a été fait ou pas avant le confinement en termes d'organisation du travail, en termes de management. Et les situations que nous découvrons là en management à distance, souvent sont les révélateurs, les révélatrices de ce qui a été fait ou pas avant, en fait. Voilà, donc ça nous interroge fondamentalement sur le management. Je vous proposerai du coup 8 questions clés auxquelles je vous propose de répondre de façon la plus précise possible. Ce n'est donc pas une formation sur le management à distance, mais une synthèse partant de l'enquête que Karine a évoquée juste avant. Alors, quelques règles de fonctionnement pour nos échanges. Vous pouvez utiliser le question-réponse. Nous sommes maintenant 67 participants, donc ça commence à faire pas mal de personnes. Vous pouvez, dans ce QR, poser toutes les questions que vous voulez. Karine essaiera d'identifier au fur et à mesure du déroulé les questions auxquelles je n'apporterai pas une réponse explicite dans mon intervention. Donc, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de vidéo. Ça serait très compliqué à gérer. Quand on est 10-15 personnes, on peut le faire. Mais à 70 personnes maintenant, il est très difficile d'envisager qu'on puisse à la fois se voir tous et prendre la parole. Donc, la vidéo est enregistrée. Elle sera disponible. En début de semaine prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'enregistrement. Normalement, tout est OK. Et je ferai
je vais vous présenter un certain nombre de slides. Je vais utiliser un PowerPoint pour poser vraiment les idées et qu'il vous reste une trace, je dirais, précise et sécurisée de ma présentation. Ce PowerPoint sera mis en format PDF et vous sera également envoyé en début de semaine prochaine. Voilà, quelques éléments d'introduction. Je vous propose sans tarder de rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter d'abord les questions, en tout cas les registres de questions que nous avons pu identifier. Voilà, donc je mets ce PowerPoint en partage et je vais vous expliquer comment on va travailler ensemble, en tout cas comment je vais vous proposer un certain nombre d'éléments de repère pour pouvoir poursuivre, pour pouvoir échanger sur la base de questions-réponses, je dirais dans une demi-heure à peu près. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger à partir de 10h10 et d'aller jusqu'à, on verra en fonction des questions, d'aller jusqu'à 10h30. Voilà. Donc les questions qui sont ressorties, j'en ai identifié 3, donc des registres de questions. Première question, question vraiment, vraiment importante et délicate. Comment donner du sens au travail des agents à distance? La question est fortement posée en management en présence, mais à distance, elle se pose avec une certaine acuité, en fait. C'est souvent, je l'ai mise en premier, c'est pas parce que c'est la plus importante, mais elle permettra d'introduire aussi les autres dimensions. Deuxième question et troisième question que je traiterai ensemble, comment organiser et coordonner l'activité de vos collaborateurs? Je vais faire le lien entre coordination et coopération. Il n'y a pas pour moi de coopération sans coordination et la façon dont vous envisagez la coopération entre vous nécessite d'entrer dans une certaine forme de coordination. Je vais être précis sur ce point. Quatrième question, quel est le bon niveau de contrôle? Comment on contrôle à distance en fait? Comment on organise une dynamique de pilotage qui introduise un équilibre qui n'est pas simple à distance entre le contrôle et la confiance? On abordera ce point de façon précise. Ensuite, question délicate aussi. Alors délicate en management en présence, mais particulièrement en management à distance. Question très souvent posée. Comment valoriser? Comment motiver? Alors valoriser les agents très investis, très mobilisés, mais plus globalement, comment motiver l'ensemble des agents et entretenir une dynamique? Et je dirais même, et c'est une question qui a été posée par l'une d'entre vous, les personnes qui sont en sous-activité et qui n'ont pas des rôles prioritaires, en fait. Voilà, comment on fait pour ne pas les lâcher, en fait, pour qu'elles se sentent encore faisant partie d'un collectif? Sixième question, comment accompagner des agents en difficulté? Vous en avez. C'est une question difficile quand on ne peut pas se voir, en tout cas en physique. Il y a des possibilités, donc j'aborderai la question du management bienveillant, qui sera une sorte de fil rouge à mon intervention. Je m'inscris dans ce qu'on appelle une approche humaniste du management, où je considère que le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est la motivation. Donc si on met au cœur du management de la motivation, elle doit être aussi intégrée de façon centrale en management à distance. Septième question qui est parfois évoquée, alors ça je le vois de façon assez nette dans les coachings que je peux mener actuellement. Comment on gère sa charge mentale, la charge mentale des autres? Comment gérer émotionnellement son propre positionnement de manager à distance? C'est pas simple. Certaines personnes le vivent très bien et d'autres, parfois, en souffrent. Notamment les personnes qui ont besoin du contact physique, en fait, qui sont beaucoup dans l'approche sensitive, je dirais, de la relation humaine, dans une certaine forme d'intelligence relationnelle qui les amène à plutôt avoir besoin de contact direct. Voilà, ces personnes-là seront parfois en difficulté. Et huitième question, enfin, c'est une question qui revient très souvent. Alors, je ne pourrais pas l'aborder de façon extensive. C'est une question qui pourrait faire l'objet d'autres échanges entre nous. Comment on assure le retour? Le retour se prépare aujourd'hui. Je vais commencer par la question du sens qui fera introduction et connexion avec les autres sujets que je souhaite aborder avec vous, qui sont listés ici, et ce sont ceux que vous souhaitez que j'aborde avec vous. La question de donner du sens. Alors, je vais vous proposer un petit quiz. Donc, c'est une question et 4 réponses possibles. Et on verra dans quelle mesure le présence, distance crée des perturbations et du coup nous amène à agir d'une certaine façon pour donner du sens aux collaborateurs. Vous êtes des managers, vous êtes
un de vos rôles, c'est de donner du sens à vos collaborateurs. Comment vous faites? Alors, je vous propose quatre réponses possibles et vous aurez en coché une. Alors, les résultats n'apparaîtront pas. On aurait pu faire un klaxon effectivement en direct, où les résultats seraient apparus, mais j'ai ma petite idée sur ce qui serait tentant pour vous de répondre. On pourrait en rediscuter ultérieurement. Première réponse possible, donner du sens, c'est une question de bon sens, le sens du service public. C'est-à-dire qu'on en appelle à des valeurs fondamentales du service public, de l'administration, qui sont que si on en appelle au sens du service public, ça devrait engager d'un seul homme, d'une seule femme, vos collaborateurs à agir conformément à ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Bon, c'est important, mais est-ce que c'est suffisant pour donner du sens, surtout à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, où finalement le sens du service public, c'est peut-être un peu perdu, en tout cas on n'y met plus tout à fait le même sens derrière. Deuxième réponse possible, donner du sens, c'est aller dans le bon sens, le mien. Alors le vôtre, hein, vous en tant que manager. En gros, suivez-moi et vous comprendrez. C'est une certaine façon d'envisager le rapport au sens. C'est une réponse intéressante, évidemment, comme la première, hein, mais est-ce que c'est suffisant? Troisième réponse possible, donner du sens, alors au triple sens du terme, la signification de l'action, car le sens de ce que l'on fait en termes de pourquoi, la direction à prendre, le chemin à suivre, sous-entendu en suivant pour atteindre les objectifs prédéfinis, et quelque chose de beaucoup plus fin, plus profond, qui touche aux aspects motivationnels et peut-être aux aspects émotionnels. Cela fait sens pour l'autre, cela fait sens pour moi. Voilà. Quatrième réponse possible, vous pouvez la cocher si vous êtes un peu taquin. Ma question n'a pas de sens. Alors, bon, c'est un peu orienté mon truc, hein. C'est-à-dire que la réponse 3, on voit bien à quel point elle peut être sensée. Toute la question derrière, effectivement, c'est que pour que les personnes adhèrent à ce qu'on leur demande de faire, et adhèrent notamment à ce qu'on demande de faire aujourd'hui dans d'autres conditions de travail que celles qu'elles ont l'habitude de vivre, c'est de leur expliquer le pourquoi en fait de l'action, l'intérêt qu'il y a à agir d'une certaine façon, le bien fondé qu'il y a à agir d'une certaine façon. Ça n'est pas suffisant pour que les gens adhèrent. Comprendre le pourquoi, c'est une chose, mais il faut aussi comprendre le comment. Comment nous allons faire pour atteindre les objectifs qui nous ont été définis. C'est d'autant plus facile que les personnes adhèrent si elles ont été en co-construction de ce comment, de ce chemin pour atteindre les objectifs, permettant de répondre au pourquoi. Ça n'est pas suffisant pour créer une pleine adhésion et que ça fasse pleinement sens. Il faut que la personne y trouve un intérêt, que ce soit motivant pour elle. Et quand vous avez identifié les ressorts de motivation de la personne, c'est ça qui va vous permettre de la persuader, d'autant plus si vous arrivez à la toucher émotionnellement. Alors, il ne s'agit pas de manipulation, mais l'influence en management vise aussi à comprendre les ressorts non seulement motivationnels, mais émotionnels des personnes, pour que ce qu'on leur dise leur parle, pour que ça fasse mouche, pour que ça fasse connexion, en fait. Voilà, ces éléments de sens, à mon avis, sont tout à fait importants à reprendre à distance. Si on veut donner du sens aux collaborateurs, il faut se poser la question, quel est l'élément de défaut de sens pour eux? C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il s'agit de faire ensemble à distance? C'est parce qu'ils ne voient pas les objectifs qu'ils ont à suivre? C'est parce que ça ne leur parle pas, que ce n'est pas motivant, que ça ne les touche pas? Voilà. Sur quoi faudrait-il travailler pour contribuer à leur donner du sens? Il y a une équation individuelle par rapport au sens, comme par rapport à la motivation, puis il y a une équation collective. Quelle est l'équation individuelle de sens de chacun de vos collaborateurs? Quelle est l'équation collective de vos collaborateurs, de votre équipe? Alors, la question est à poser ici comme ça, et ça c'est une question qu'on peut se poser, on a du temps pour se la poser, hein, et qu'on peut même partager avec son équipe en fait. Hein. C'est Simon Sinek, c'est un auteur que je trouve important dans le management aujourd'hui, qui nous dit la chose suivante. La plupart des personnes savent répondre à la question du quoi, c'est-à-dire ce qu'elles font, le quoi de l'action. Moins nombreuses sont les personnes ou les organisations qui sont en capacité à répondre au comment en fait. Comment on met en œuvre ce que l'on fait? C'est toute la question des processus, des façons de faire qui nous amènent à produire les choses d'une certaine façon. Moins nombreuses sont les organisations et les personnes qui savent répondre à la question du pourquoi. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Quelles sont nos valeurs fondamentales, nos convictions, notre volonté de contribution à ce monde qui fait que nous changeons la donne par ce que nous faisons? Voilà, c'est ce pourquoi-là qui est fondamentalement le moteur de l'action. On peut réfléchir au pourquoi de notre collectif, et on peut même réfléchir avec son collectif, si on veut chercher à lui donner du sens en fait, à son action. Ça peut être un sujet de discussion, je dirais même lors d'une réunion. Pourquoi nous sommes là en fait? C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui guide notre action, qui vise à changer, à contribuer à l'intérêt général, à quelque chose qui nous dépasse? Je pense que pour donner du sens, l'élément le plus puissant en fait, à construire, c'est non seulement un pourquoi, votre pourquoi à vous de manager, hein, mais d'essayer de trouver la connexion entre les pourquoi individuels, les différentes personnes qui sont là, pourquoi elles sont là, quelles sont leurs convictions, et comment trouver l'articulation avec ce pourquoi collectif qui va permettre effectivement, au bout du compte, de créer cette synergie entre les personnes.
Voilà, donc ça, ce n'est pas le jour de management à distance qu'on va essayer de le faire. Le management à distance, par contre, peut entretenir cette dynamique de réfléchir au sens fondamental de notre action, qui guide notre action pour le meilleur de notre action à travers le meilleur de nous, en fait. Voilà. Donc, comment articuler cette question du sens à travers une réflexion fondamentale sur le pourquoi, sur le comment et sur la motivation et la dimension émotionnelle que ça engage à agir au service de quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Comment on peut reprendre ça en main en fait pour donner du sens aux personnes? Voilà, question qui a été posée et qui connecte fortement avec deux questions que je vais mettre ensemble. La question comment organiser et coordonner l'activité et comment entretenir le lien à distance. Comment favoriser par son management à distance la coopération, le maximum de coopération entre les personnes. Alors, le management à distance, ce n'est pas que de la coopération, évidemment. Il y a une partie de travail en solo, chacun peut réfléchir à ses dossiers, mais l'idée, c'est de ne pas perdre le collectif. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour entretenir un collectif avant le confinement. L'idée, c'est de poursuivre l'élan et même de se servir de cette distance, peut-être pour renforcer un certain nombre d'éléments, peut-être pour renforcer certains éléments de solidarité. Je pense que là, nous sommes dans un devoir de solidarité en tant que manager vis-à-vis de nos équipes et qu'il y a des façons d'organiser cette solidarité pour qu'elle soit fructueuse. Je vais vous proposer une analogie. Pour moi, la coopération peut se comprendre à travers cette question à travers l'analogie du rond-point. Dans un rond-point, c'est assez peu accidentogène en fait. C'est très fluide, ça fonctionne bien et ça n'est pas le fruit du hasard. Il y a des règles physiques. Vous voyez le dimensionnement des voies, la façon dont l'angle d'incidence, l'angle de sortie. Bien sûr qu'il y a un sens giratoire, on ne choisit pas, c'est là, c'est posé en fait. Par ailleurs, ce qui permet cette fluidité, c'est qu'on a intériorisé des règles. On a appris à conduire, on a appris le code de la route, on a fait l'apprentissage de la conduite, on a appris le code de la route, puis on a appris à conduire, puis après il y a l'expérience. Voilà. Autant d'éléments qui vont faciliter cette fluidité. Alors ces éléments, c'est quoi? Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, ce sont, et je vais continuer sur la métaphore routière en fait, c'est lié au mécanisme de coordination qu'on a mis en place avant. La coordination, c'est-à-dire quoi en fait? Ce sont les éléments de règles, les éléments normatifs qu'on a intériorisés. Je prends l'exemple du rond-point. On a intériorisé le code de la route, on a même intériorisé la peur du gendarme par certains aspects. C'est un facteur de régulation. C'est parce qu'on a intériorisé ces normes qu'on va être en capacité de s'ajuster les uns les autres. Il faut absolument mettre en place de la coordination pour favoriser la coopération. Voilà. Donc là, je fais l'extension, je sors de l'analogie routière pour maintenant rentrer dans une approche managériale. Donc, dans l'approche managériale, l'idée, c'est d'être voilà, que faire pour, par la coordination, favoriser la coopération, favoriser l'équipe, en fait, faire équipe, tout simplement. L'équipe, elle n'est pas auto-générée, elle est organisée, elle est coordonnée de façon à ce que la logique de groupe fasse équipe au fur et à mesure. Passer d'une logique d'équipe à une logique de groupe à une logique d'équipe, ça se construit par de la coordination. Alors, je vous propose 5 facteurs clés facilitant la coopération, chacun de ces éléments pouvant être posés d'une certaine façon à distance. Pour que les personnes coopèrent, il faut absolument qu'elles aient un projet commun, des objectifs communs, des règles et des valeurs communes. J'utilise l'expression parfois, il n'y a pas de fleuve sans berge. Ça, ce sont des éléments normatifs que le manager va poser et dès lors qu'ils seront intériorisés au fur et à mesure, ces berges vont permettre effectivement de créer ce flux, de créer cette fluidité, de créer ce mouvement-là finalisé vers quelque chose, vers les objectifs notamment. Alors, on verra après comment définir des objectifs à distance et la notion d'objectif est très importante pour établir les relations de confiance et pour établir aussi certaines modalités de contrôle. Pas de coopération sans projet, objectif commun, règles et valeurs communes. Ça rejoint la question du pourquoi tout à l'heure et c'est au manager de poser ça. C'est en ce sens que c'est un acte de coordination. Deuxième élément, est-ce que dans votre équipe, les rôles et les responsabilités sont clairement définis, clairement identifiés pour chacun? Est-ce que chacun connaît les rôles et les responsabilités des uns et des autres? Comment ces responsabilités sont reconnues et valorisées par les uns et par les autres? Comment je peux travailler avec quelqu'un si je ne sais pas ce que je peux en attendre et si l'autre ne sait pas ce qu'il peut attendre de moi? Voilà. Ça, c'est au manager de poser les règles en termes de rôle et responsabilités et de co-responsabilité éventuellement quand il y en a. Ensuite, la question des gains mutuels. Pourquoi est-ce que j'irai coopérer si j'ai rien à gagner dans cette histoire? S'il est plus avantageux en fait de tirer la couverture à soi ou d'être dans une logique d'expertise en solo plutôt que dans une logique de partage. C'est au manager de faire prendre conscience effectivement et d'argumenter en ce sens qu'il y a plus d'avantages à coopérer
que davantage attirer la couverture à soi. Donc, ça veut dire qu'on va, à ce moment-là, dissuader les comportements qui créent de la dissension et encourager les comportements qui créent de la coopération. Ça passe nécessairement par l'encouragement et le développement de compétences collaboratives particulières, qui sont des compétences d'intelligence relationnelle, qui sont des compétences de type écoute active, capacité à dire les choses, à oser dire les choses, à poser une critique constructive, mais aussi à négocier. Voilà, comment on va encourager ces dynamiques et comment on va l'encourager, notamment parce qu'on l'incarne en cohérence en tant que manager. Voilà. Autant d'éléments que l'on peut développer aussi à distance, que de poser ça clairement et d'encourager ces différents éléments pour qu'ils fassent sens, pour qu'ils fassent corps, je dirais, dans l'équipe. Ça ne suffit pas, et là on aborde un point qui est extrêmement important à aborder, et que les guides en termes de management à distance déroulent de façon, alors pas toujours totale, hein, mais voilà, ce sont les interfaces. Il n'y a pas de coopération sans mise en place d'interfaces. C'est au coordonnateur, c'est au manager de mettre en place ces interfaces et de faire en sorte qu'elles deviennent à ce point évidentes, qu'elles sont intériorisées comme les autres éléments et qu'on les utilise spontanément et que ça devienne normal en fait de fonctionner comme ça. Alors des interfaces physiques, des interfaces virtuelles, on en a une, hein, on en rediscutera, des interfaces qui visent à faire des échanges documentaires, d'informations. L'information est nécessaire à mettre en circulation effectivement pour qu'on puisse bien travailler. Les interfaces doivent faciliter la circulation de l'information. Évidemment, la question de la rétention de l'information est un facteur de frein terrible pour la coopération. Comment on utilise les outils de gestion et comment on anime effectivement les réunions d'une certaine façon, comment on encourage des groupes de travail peut-être dissociés des réunions collectives et comment, point très important, on introduit de la convivialité. Et quand on introduit la convivialité, ensuite, quand ça prend, libre aux différents membres de l'équipe d'entretenir leur propre relation de convivialité, et tant mieux, je dirais. Après, bien sûr, il faut des éléments de régulation. La question de la convivialité, on pourra le réaborder. Hein. Il y a des managers, j'en ai entendu un avant-hier, qui met en place des cafés virtuels ou des apéros virtuels avec ses collaborateurs. Alors, pas tous les jours, hein, mais à certains moments de la semaine, où il sent qu'il y a voilà, peut-être un moment clé à mettre en place pour pouvoir faciliter des échanges informels et qui sont des facteurs de lien avec l'équipe. Voilà, alors sur l'animation des réunions, alors je ne vais pas rentrer dans l'ultra détail, hein, on est presque dans la technique, hein, mais évidemment, une réunion, ça se prépare avec un ordre du jour précis, avec une durée qui est annoncée. On considère qu'il ne faut jamais dépasser 1 heure de réunion. Les participants ont bien sûr été informés en temps voulu. Ils sont en capacité aussi, les participants, à utiliser les outils de visio qu'on va mettre en place. Donc, on a pu leur donner la possibilité de s'entraîner avant, peut-être en duo ou en trio. On a bien calé la réunion aussi en fonction de sa finalité. Est-ce que c'est une réunion d'information, de concertation, de prise de décision, de créativité, de résolution de problèmes? Voilà. On ne va pas utiliser les réunions de la même façon suivant l'objectif. Donc l'agenda est clair, chaque participant sait ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire pendant la réunion. Le manager connaît les différentes interactions entre les dossiers de façon à faire des liens aussi dans les prises des paroles. Et les documents utiles ont été envoyés avant la réunion. Voilà. Donc, on commence la réunion en rappelant les objectifs de la réunion. Moi, je conseille souvent de faire aussi une sorte de météo individuelle, assez rapide, mais chacun fait état de comment il se sent, où on en est aujourd'hui. Voilà, donc cette réunion va s'organiser suivant l'ordre du jour, hein, avec l'idée que le manager est bien le gardien du temps et le gardien du rythme aussi, qu'il faut mettre en place, de façon à créer cette fluidité, viser à ce que chacun puisse s'exprimer sur son dossier, que chacun puisse aussi éventuellement réagir au positionnement des uns et des autres, mais avec une séquentialité qui est nécessaire pour créer que chacun puisse entendre dans des bonnes conditions. C'est aussi favoriser l'expression individuelle, mais aussi l'esprit critique constructif. Chacun doit prendre la parole, chacun doit exister dans cette réunion à distance. Donc ça permet aussi au manager d'être à l'écoute des signaux faibles qui s'exprimeraient pour repérer ce qui va bien, ce qui va moins bien, et ce qui peut-être mériterait un entretien individuel avec telle ou telle personne à la suite de la réunion pour creuser d'éventuelles tensions. Il peut y avoir des manifestations de désaccord, et parfois peut-être un peu raide. Hein. Ça peut arriver. Voilà, donc à la fin de la réunion, l'idée, c'est de vérifier que chacun a bien compris. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Est-ce que cette réunion a été utile? Voilà, et de conclure la réunion en n'oubliant pas de reconnaître aussi les progrès des uns et des autres, en n'oubliant pas de féliciter les uns et les autres pour les efforts qui sont faits, de remercier. C'est toute la question de la reconnaissance, elle est essentielle en termes de management. Et du coup, l'engagement aussi de diffuser assez rapidement un compte rendu de
de l'entretien qui soit juste une reprise d'un relevé de décision. Voilà, ça c'est une façon, c'est des choses que vous pratiquez, c'est des choses qui… Alors combien de réunions par semaine, ça dépend. En tout cas, l'idée c'est de créer une routine et des habitudes. Il y a des managers qui réunissent leur équipe tous les matins pendant 20 minutes, par exemple. Voilà. D'autres qui le font une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Alors l'idée, c'est pas d'augmenter les visios. On sait à quel point ça peut être énergivore et c'est même saturant si vous enchaînez les visios les unes après les autres. Donc c'est le juste dosage. Le juste dosage entre de la vidéo, du mail et puis des entretiens téléphoniques individuels ou en visio individuel, très simplement, WhatsApp ou d'autres applications. Voilà, donc comment on met en place ces différents éléments pour favoriser la coopération dans l'équipe? Ce sont des éléments de coordination et vous êtes, vous, le garant de cette coopération. Mieux vous mettez en place la coordination, moins il y aura besoin de coordination par la suite. C'est-à-dire que quand la coopération prend, la coordination est moins nécessaire. Il y a des piqûres de rappel de temps en temps, mais l'idée, c'est que la coordination soit habilitante, qu'elle rende possible la coopération la plus fluide possible, qui se passerait du coordonnateur au bout d'un moment. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en tout cas souhaiter dans une logique de développement de l'intelligence collective. Dilemme confiance-contrôle, alors ça revient très souvent. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est trop marqué encore par ce contrôle bureaucratique qui considère que la confiance, elle est acquise dès lors que la personne suit les règles, qu'elle applique les normes, qu'elle a les comportements attendus. Ça, c'est un problème parce que c'est une forme de contrôle qui est souvent inhibiteur, qui va pousser à une logique de conformation, mais qui peut prendre le risque aussi de créer des mécanismes, des réactions transgressives. C'est très bien que plus on interdit, plus on bloque, plus ça crée des mécanismes de résistance ou de transgression, ou alors d'hypocrisie, ou alors de faux semblants, effectivement, qu'on respecte bien effectivement la règle stricte, mais que bon, l'humain n'est pas si simple. Je pense que le meilleur type de contrôle, évidemment à distance, mais comme dans le management tout court, c'est le contrôle par le management par les objectifs, par la définition de vrais objectifs. Et la confiance va s'établir non pas sur le comment les personnes vont le faire et comment elles vont s'aligner sur une stricte procédure de mise en œuvre, mais comment, effectivement, elles vont être plutôt dans une logique parce qu'elles ont atteint les résultats tels que les annonçaient les objectifs, elles sont du coup dignes de confiance parce que fiables au nom de ce qu'elles ont mis en œuvre concrètement. Le contrôle sera d'autant plus perçu comme légitime qu'il est juste et que la personne qui contrôle s'appuie sur des critères, sur une équité, sur un équilibre exigence-bienveillance, et sur sa compétence effectivement, et sa légitimité pour être dans une logique de contrôle. Donc je pense que la logique de contrôle qui marche le mieux, évidemment, c'est la logique de contrôle qui va d'abord poser des objectifs clairs. Alors, je ne reviens pas sur le détail du SMART, hein, vous le connaissez. En tant que manager, vous mettez tous en place des entretiens professionnels dans lesquels il faut mettre des objectifs SMART en place. Hein. C'est tellement fondamental pour donner du sens que d'être au clair sur les objectifs que l'on définit à ses collaborateurs. Donc, des objectifs spécifiques qui posent clairement ce que l'on attend de la personne, le résultat à atteindre, c'est quoi? Des objectifs mesurables avec des indicateurs. À quoi verra-t-on concrètement que ce que l'on doit faire se fait ou a été fait, pilotage intermédiaire ou évaluation rétrospective. Une dimension motivationnelle, cet objectif doit être motivant. Alors certaines personnes, effectivement, dans le A, mettent atteignable, accessible, ambitieux. Moi, je préfère dire acceptable, accepté, c'est-à-dire qui crée une adhésion par la motivation qui les engage. Et puis des objectifs définis dans le temps, qui nous permettent de poser les indicateurs, puis de faire des points d'étape lors des réunions, lors du pilotage en fait. Hein. Le pilotage, c'est quoi? C'est par les visios, par les entretiens téléphoniques, le feedback d'encouragement, le retour sur les résultats, le retour sur l'organisation du travail, et je dirais même sur les modalités d'échange à distance. Est-ce que nos échanges à distance en fait, sont satisfaisants? Est-ce que ça marche bien? C'est une occasion aussi, c'est un sujet de discussion. Donc, comment on met des points d'étape, comment par les routines, on instaure des mécanismes, enfin, des moments de contrôle, mais de contrôle qui s'appuient, et ça c'est évidemment pas que lors du management à distance qu'on va le créer, ça sera, là on verra le fruit, mais ça peut s'entretenir à distance, hein, que le contrôle va être d'autant plus facile qu'on a renforcé l'autonomie, qu'on a mis à l'honneur, je dirais, en pratique surtout le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la subsidiarité, c'est qu'on considère que les personnes qui sont au plus près des problèmes sont les plus à même de comprendre et de résoudre les problèmes. Donc c'est toute la confiance qui est liée à l'autonomie, en fait. L'autonomie, c'est une personne autonome, c'est une personne qui est compétente, qui est motivée, qui a compris son cadre de responsabilité, qui est capable de rendre compte, et d'ailleurs de sa propre initiative, de l'état de réalisation de ce qu'on lui a demandé de faire. Donc ici, le manager doit engager le collaborateur là-dessus, pas vérifier les horaires. On s'en moque de savoir si l'agent était là pendant les strictes heures d'horaire habituelles. Est-ce que les résultats ont été atteints?
et comment l'agent est capable de restituer la façon dont il a mis en œuvre ses résultats et ce processus. C'est intéressant aussi d'engager les uns et les autres là-dessus pour voir comment le processus peut être une occasion d'apprentissage pour la personne et puis pour chacun des membres du collectif. Voilà. Alors, je fais juste un petit insert sur quelque chose qui est assez peu connu, mais qui est très important, je trouve, pour comprendre ce qui fait qu'une équipe est performante et comment le sentiment de confiance est un élément fondamental pour favoriser cette performance collective. Il y a une professeure de Harvard qui a fait une enquête, c'était au niveau des équipes de Google, des centaines d'équipes de Google qui sont réparties dans le monde et qui ont un peu d'avance sur nous parce qu'elles travaillent énormément en télétravail, énormément à distance. Et elle a essayé d'identifier dans ces équipes de Google quelles étaient les équipes qui avaient un niveau de performance très élevé. Ce qu'elle a observé, c'est que plus que la structure et la clarté dans l'impulsion, que plus que le sens que l'on met pour que les personnes savent comment, enfin, et pourquoi elles doivent travailler, et plus que la valorisation des objectifs, et l'impact du travail sur les objectifs, ce qui faisait fondamentalement la différence, c'est le sentiment de confiance interpersonnelle entre les différentes personnes. Ce sentiment de confiance entre les membres de l'équipe qui leur permet effectivement de dire, d'oser dire, de prendre des initiatives, parce que se sentant mutuellement soutenus et non pas stigmatisés dès lors qu'elles commettaient des erreurs. Voilà, l'auteur établit un diagnostic que je vous livre ici. Il y a 7 questions. Alors, l'idée, c'est que ça peut aussi vous permettre, vous voyez, de prendre le pouls de votre collectif. Hein. Est-ce que si vous faites une erreur dans l'équipe, imaginez-vous, hein, vous êtes un des membres, vous êtes dans votre équipe, hein, mais vous faites vous-même partie d'une équipe et vos collaborateurs peuvent se poser cette question. S'ils se posaient ces questions-là, vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils répondraient? Si je fais une erreur dans l'équipe, ça peut être retenu contre moi. Voilà, la tolérance à l'erreur, en fait. Les membres de l'équipe sont capables de soulever les problèmes et les questions difficiles. Est-ce qu'on ose dire les choses? Est-ce que vos équipes osent dire les choses? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de silence ou de non-dit? Est-ce que les membres de l'équipe ont tendance à rejeter ce qui serait perçu comme une immixtion extérieure? Les autres, le changement, tout facteur externe à l'équipe. Est-ce que prendre une initiative, prendre un risque dans l'équipe est dangereux ou pas? Ou est-ce que c'est accepté parce que c'est vu comme une occasion d'apprentissage? Est-ce que de demander de l'aide à un membre de l'équipe se fait ou ça ne se fait pas? Chacun considère que si on demande de l'aide, c'est qu'on est faible ou qu'on n'est pas compétent, du coup on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a du travail de sape entre les différentes personnes? Est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues? Ou est-ce qu'il y a une solidarité qui s'organise entre les membres de l'équipe et quand il y a des difficultés, on se soutient? Voilà. Est-ce qu'on se reconnaît aussi dans ses compétences, dans ses talents? Est-ce qu'on s'entretient, on se soutient mutuellement aussi dans l'identification du meilleur de chacun? Voilà. Vous voyez quelques éléments de repère comme ça, hein, ce qui peut donner le ton de l'état de votre équipe et qui vous donne aussi des éléments, des pistes peut-être à creuser à distance avec votre équipe pour favoriser ce sentiment de sécurité psychologique dans l'équipe. Amy Edmonton nous dit la chose suivante: ce qui va permettre le maximum en fait de performance dans l'équipe, c'est qu'elle soit à la fois dans un fort niveau de sécurité psychologique. Et si vous l'associez à un fort sens des responsabilités, donc là on va y associer des éléments d'objectifs, de clarification des rôles et des responsabilités, c'est cette équipe-là, avec une sécurité psychologique forte et un sens des responsabilités fort, qui sera dans le maximum de capacité d'apprentissage en fait, et d'amélioration continue. Voilà, c'est cette cible-là que je vous propose en fait, pour favoriser, pour se servir du management à distance, pour entretenir ces dynamiques, valoriser ces dynamiques sur la base, bien sûr, idéalement, de tout ce qui avait pu être fait auparavant dans votre management de vos équipes. Alors, dès lors que vous connaissez vos équipes, hein, parce que j'ai le cas, je crois qu'une personne parmi vous, là, découvre son équipe à distance, en fait. Sa prise de poste n'a pas pu se faire en présentiel, elle prend son poste à distance et découvre son équipe à distance. Voilà, autant de pistes, vous voyez, à mettre en place pour faciliter ce sentiment de confiance entre les personnes et puis aussi à l'égard du manager. Alors, comment motiver ses collaborateurs? C'est le 5e point. Hein. Vous avez vu les petites puces en haut à chaque fois, je ne les ai pas reprises, mais je liste les sujets les uns après les autres. Hein. Alors, la motivation, ce n'est pas une question simple. Hein. Là, je vous livre les différents éléments qui peuvent effectivement composer la motivation d'une équipe. Une équipe, elle est motivée, une personne est motivée parce qu'elle a une hiérarchie très engagée, qui est capable de reconnaître précisément ses contributions, qui définit clairement ses rôles et responsabilités, qui renforce son autonomie, qui développe des relations de confiance, des relations de qualité,
qui organise la concertation et qui communique de façon fluide. Voilà. Là, vous pourriez d'ailleurs reprendre chacun de ces registres et puis vous poser la question, où est-ce que moi j'en suis, où est-ce que mon équipe en est sur chacun de ces critères-là. Un élément clé pour la motivation, c'est la clarté et cohérence des objectifs. Je ne reviens pas sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Des objectifs clairs, cohérents, structurés sont des facteurs de motivation, sont des facteurs de clarté dans le positionnement des uns et des autres. Le sens du travail, qui passe par la variété des résultats, l'identification des résultats. Est-ce que je vois concrètement le fruit de mon travail? La satisfaction des différents destinataires. Quand il y a un retour de satisfaction des gens pour qui on bosse, c'est un élément de satisfaction. La rémunération, je passe, ce n'est pas un élément fondamental à distance. Les perspectives d'évolution non plus. Par contre, effectivement, les conditions de travail, et puis je dirais tous les facteurs que j'ai mis en rouge ici, si vous les voyez, me semblent être à distance des facteurs sur lesquels on peut agir et qui peuvent avoir une importance pour vos collaborateurs. Alors, toute la difficulté de la motivation, effectivement, c'est qu'on n'est pas tous motivés par la même chose. Il y a une équation individuelle particulière qui est composée par ces différents éléments-là. Voilà. Vous-même, par exemple, qu'est-ce qui vous motive à titre principal? C'est la relation avec la hiérarchie, c'est la clarté et cohérence, c'est le sens du travail, c'est la rémunération, les perspectives d'évolution, les conditions de travail. Voilà. Chacun de vos collaborateurs, qu'est-ce qui les motive? Je dirais que votre motivation à distance doit s'ajuster sur les registres fins, les équations personnelles et collectives de motivation de vos collaborateurs. Qu'est-ce qui les motive? Sur quoi devez-vous agir pour que ces ressorts de motivation-là puissent connecter sur les leviers dont vous disposez sur le management à distance? Voilà, donc il s'agit de trouver ici les facteurs qui vont faire la différence. À vous de vous poser la question, qu'est-ce qui motive mes collaborateurs, collectivement, individuellement? Est-ce que ces éléments de ressort, je peux agir dessus? Ça dépend de moi d'agir dessus. Est-ce que j'ai les leviers pour agir? Si oui, je peux le faire. La question de l'ambiance convivialité, on peut le faire. D'encourager la solidarité ou le soutien mutuel, on peut le faire. D'établir aussi la charge de travail dans la distance, c'est ne laisser personne sur la touche. Il faut que tout le monde ait du boulot, en fait. Je vois en management à distance des personnes qui souffrent de sous-activité, d'autres de surcharge et d'autres de sous-activité. On parle, vous savez, parfois de bore-out, c'est-à-dire de crever d'ennui, en fait. Je vois des personnes qui, à distance, cherchent du boulot. Des managers qui les laissent de côté, qui ne cherchent pas à remplir leur activité. Alors, c'est difficile, effectivement, quand la mission n'est pas prioritaire et quand l'activité n'est pas télétravaillable. Mais je pense qu'on peut trouver matière, notamment en demandant à son collaborateur de faire le point sur ce qui va bien, ce qui va moins bien dans son activité telle qu'il le vivait, il ou elle, aujourd'hui, et comment, par un autodiagnostic de situation, on peut amener la personne à peut-être proposer des pistes d'amélioration de son fonctionnement. Voilà, donc, ce qu'il ne faut jamais oublier, je pense, dans ce management à distance, et ça va être un facteur d'encouragement et de stimulation de sens et de motivation, évidemment. Je pense que vous êtes des coachs aussi. Alors, c'est beaucoup dire que d'être des coachs, mais c'est d'accompagner les personnes. Pas seulement les personnes en difficulté, mais particulièrement les personnes en difficulté. C'est de ne jamais oublier d'encourager, de soutenir, de valoriser, de reconnaître les efforts particuliers qui sont faits dans cette situation difficile, que tout le monde vit plus ou moins difficilement. Il s'agit aussi de déculpabiliser les personnes, de ne pas être à fond. Et là, il faut oublier, bien sûr, tout perfectionnisme. Il faut aussi, je pense, encourager, alors ça frôle les aspects personnels, mais la personne aussi à penser à elle, à prendre soin d'elle et à faire autre chose que travailler. Comment on peut avoir ce genre de discussion, peut-être de façon un peu particulière avec certains collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est la question de s'occuper des autres aussi. Là, on a une formidable occasion d'être solidaire, mais d'abord avec son équipe, je dirais, d'être solidaire avec son équipe. Voilà, donc toute la difficulté, c'est de trouver un équilibre, votre équilibre à vous. Il y a les stoïciens ont beaucoup parlé de cela, sur la façon dont on peut faire la part des choses. Alors, je ne vais pas revenir sur chacun des aspects ici, mais d'investir notre énergie sur ce qui dépend de nous et de laisser tomber ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui constitue notre plus-value sur laquelle on peut agir? Qu'est-ce qui constitue des éléments qui ne sont pas dans nos responsabilités, qu'on n'a pas à investir ou à surinvestir parfois? Voilà, faire la part entre ce qui dépend de nous, on investit sur ce qui dépend de nous, sur ce qui ne dépend pas de nous, on laisse tomber et on priorise en fonction. Quelques éléments pour préparer le retour que je vous propose ici. C'est un questionnaire que j'ai proposé dans une organisation, dans une DRJ que j'accompagne quelque part dans le Grand Ouest et qui leur sert de fil conducteur pour faire un retour d'expérience chemin faisant et qui vont reprendre rétrospectivement lorsque je les accompagnerai au retour. Voilà, quelques questions qu'on peut se poser, que chacun peut se poser et qu'on va débriefer collectivement. Quelle organisation et quelle modalité de travail on a mis ensemble? On les liste. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quoi ça tenait?
comment se sont adaptés nous-mêmes et nos collaborateurs face à ces difficultés. Est-ce qu'on a trouvé les moyens d'agir? Est-ce qu'on a réussi à les mobiliser? Qu'a-t-on fait lorsque des collaborateurs ressentaient des difficultés? Est-ce qu'on a pu d'abord les écouter? Est-ce qu'ils ont pu s'exprimer? Est-ce qu'on a pu trouver des solutions? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Et ensuite, au vu de cette expérience, quelles améliorations on pourrait envisager de mettre en œuvre pour la suite? Et comment on peut envisager cette expérience, qui est une forme de crash test de résilience en fait, hein, pour mieux absorber les chocs à l'avenir, pour mieux comprendre les difficultés à l'avenir, pour mieux les surmonter, pour mieux se projeter dans l'avenir favorablement, et de faire en sorte que cette expérience qui a pu être vécue durement, c'est-à-dire à cause de cela, voilà ce que nous avons dû vivre comme choc, mais peut-être malgré cela, voilà comment nous avons pu nous adapter, et peut-être au bout du compte, grâce à cela, comment nous avons pu apprendre des choses et rebondir d'une façon plus riche et plus forte pour la suite. Quels enseignements on peut en tirer et comment ces modifications nous apportent quelque chose sur l'organisation du travail à venir et sur notre management à venir. Voilà, c'est assez dense hein, ce que je vous ai proposé. J'essaie de répondre à vos questions de façon la plus précise possible. Ça n'est pas exhaustif évidemment et je vous propose là, du coup maintenant de répondre je vais vous répondre à certaines questions que Karine a pu noter du coup. Oui, bah écoutez, merci Stéphane de cette intervention. Donc, on est 90 en ce moment donc avoir suivi cette intervention. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que le webinaire a été construit sur la base d'un questionnaire, enfin d'une enquête qui vous a été proposée en début de période de confinement. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de répondre de manière très ciblée aux interrogations que vous vous posez. Donc, il y a eu peu de questions, donc ça veut dire que toutes les attentes ont été couvertes à travers ton intervention, Stéphane. Pour autant, peut-être on peut revenir sur, je les ai identifiés en quatre blocs. Il y a un premier sujet qui concerne la charge mentale, les émotions. Et la manière dont un manager peut se positionner pour être en réassurance de ses agents et en même temps se préserver. Donc, c'est une question de la charge mentale. Et j'y associe la question des conflits. Tu l'as évoqué hein, sur le fait de repérer les signaux faibles, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on identifie clairement les sujets qui peuvent porter à conséquences en matière de conflit pour notamment les agents qui sont en difficulté. Bien, la question des conflits à distance est toujours compliquée. Hein. Je pense que le conflit, pour moi, est toujours une opportunité de découvrir et de creuser certaines difficultés, enfin de certains problèmes et de pouvoir les résoudre. On peut voir parfois dans certaines visios, je l'ai observé, hein, des tensions entre les personnes. Alors, c'est des tensions qui n'apparaissent pas lors du management à distance, qui ne viennent pas de rien. Elles sont parfois le résultat de difficultés, parfois relationnelles entre les personnes, y compris d'ailleurs avec le manager. Hein. Je pense que, en tout cas, l'idée, c'est de favoriser l'expression. Les choses ne doivent pas être tues. On ne peut pas intervenir sur des situations quand quand il y a un silence, des non-dits. Donc le conflit, en tout cas l'expression d'un désaccord, après le conflit, il faut voir la dureté du conflit, hein, à mon avis, il est difficile de la résoudre effectivement en direct. On peut poser des éléments de régulation, on peut amener les personnes à clarifier leur position. On voit très bien que parfois certaines techniques fonctionnent assez bien. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui se font des reproches ou qui sont dans des logiques de disqualification, c'est d'amener d'abord à reposer les règles éthiques, je dirais, du fonctionnement d'une réunion. Et puis c'est d'amener aussi les personnes à être objectives. Et on peut les amener à être objectives, vous savez, par des questions classiques que l'on voit en négociation, hein, de poser à la personne sur quoi vous appuyez-vous pour dire ça? Est-ce que vous pourriez être plus précis sur ce point pour que je comprenne bien? C'est-à-dire, pourquoi voilà. D'amener à l'objectivation des choses. Alors, quand on a affaire à des personnes qui sont dans une logique constructive, cette logique d'objectivation en direct, elle fonctionne assez bien en fait. Donc là, il faut être dans une logique de régulateur, négociateur en fait, quasiment. Hein. Dès lors, par contre, que les conflits sont beaucoup plus durs, ils ne peuvent pas se régler en visio comme cela. Je pense que ça se joue nécessairement dans des entretiens individuels. Et là, après la réunion, il s'agit de prendre son téléphone et de rentrer dans une logique d'écoute active, profonde, je dirais, hein, qui peut être une occasion, là, du coup, d'aborder des choses autrement, de reprendre le problème d'abord. Hein. Je pense que la base de toute résolution de conflit, c'est de comprendre le problème. Quel est le problème?
Voilà, factuellement, concrètement, sur quoi s'appuie-t-on pour dire qu'il y a un problème? C'est de permettre aussi à la personne d'exprimer son ressenti par rapport à ce problème-là. Et c'est la possibilité pour le manager d'exprimer d'ailleurs son propre ressenti par rapport à cette difficulté-là. Parfois, d'évoquer les choses sous un plan émotionnel permet d'être mieux compris. Quand on a réussi à la fois aborder le problème, qu'il n'y a pas de déni de problème, que chacun prend sa part et qu'on a réussi à s'ouvrir à ce qu'on ressent par rapport à ce problème-là, je pense que là, on est mûr pour effectivement trouver une solution partagée et peut-être de conclure cet entretien de résolution par un engagement mutuel d'amélioration. Voilà. Qu'est-ce qui peut être fait en visio collective? Qu'est-ce qui peut être fait en individuel? Je suis toujours partisan, moi, d'exposer, lorsqu'on est confronté à une difficulté, la méthode de résolution du problème qui est posé. Et je pense qu'on peut très bien envisager avec ses collaborateurs, dès lors qu'il y aurait des tensions, à exposer la méthode de résolution de conflit. Nous sommes là face à un désaccord, on partage la méthode, comment on résout un conflit. Voilà. Je pense qu'un manager, coach notamment, peut être un manager aussi pédagogue des méthodes, des outils et des méthodes qu'il utilise lui-même, il ou elle, en tant que manager. Voilà, donc ça c'est la question. C'est une question bien difficile, la résolution des conflits. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question qui était posée. Je vous ai donné quelques éléments de sensibilité, puis de pratique aussi, puis d'expérience et de compétences quand j'interviens sur des négociations délicates. Pour ce qui est de la régulation émotionnelle, alors là, on touche à une question qui est très personnelle, très individuelle. Je coach en ce moment une personne qui est dans une logique de très forte exigence. C'est-à-dire que cette personne estime qu'elle doit être dans une implication, dans une logique de maîtrise et presque de perfectionnisme aussi forte que celle qu'elle a en présentiel, en situation normale. Et là, elle vit cette situation extrêmement durement parce qu'elle voit très bien qu'elle ne peut pas tout maîtriser comme avant. Alors déjà que son approche avant était peut-être excessive, maintenant elle devient déraisonnable. Voilà, qu'est-ce qui dépend d'elle, qu'est-ce qui ne dépend pas d'elle? Et à travailler sur ces questions-là, je me rends compte que faisant la part des choses, voilà, je liste sur une colonne ce qui dépend de moi, voilà, ce qui dépend de ma zone de compétence et de maîtrise, et aussi de ma plus-value. Voilà, c'est là-dessus que je dois concentrer mon attention. Par contre, les éléments qui ne dépendent pas de moi aujourd'hui, même s'ils sont dans mon cadre de responsabilité, parce que c'est hors champ de maîtrise, je les identifie et je les mets de côté. Concentrons-nous sur ce qui dépend de nous, sur ce qui tient à la fois à nos responsabilités et à nos marges de manœuvre, véritablement, aux moyens dont on dispose pour ce faire. Et on voit bien que là, on n'a pas tous les moyens d'agir comme on agit d'habitude. Voilà, c'est de faire la part entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Je reviens vraiment à cette philosophie stoïcienne qui nous ramène à une logique d'équilibre par rapport à cette nécessité de se recentrer sur ce quoi on a prise, en fait. Donc, ça pose aussi fondamentalement la question du lâcher-prise. Lâcher-prise sur ce qui ne dépend pas de nous, sur ce quoi on ne peut pas agir. Alors, on ne peut pas agir, ce qui n'empêche pas de pouvoir alerter, de pouvoir faire de l'aide à la décision aussi auprès des personnes qui sont en capacité d'agir sur ces problématiques-là. Voilà, donc la question de la régulation émotionnelle, alors ça, il faudrait rentrer sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle et comment, sur la bonne compréhension des ressorts de l'intelligence émotionnelle, ça nous permet de prendre du recul. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à... il y a des personnes parmi vous, je crois, de la DDTM de Vendée, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'une formation sur l'intelligence émotionnelle sur 2 jours. Et on avait travaillé ensemble là-dessus, c'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité déjà à identifier ses émotions, de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ensuite, deuxième étape, de comprendre ce que l'on ressent. Ce que je ressens là, cette peur, cette tristesse ou cette colère ou cette joie aussi, c'est même bien sûr des émotions positives, ça tient à quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans mon cadre de référence personnelle, dans mes valeurs, dans mes besoins, dans mes convictions, dans mes croyances aussi, qui sont impactées positivement ou négativement par des facteurs externes et que j'interprète de façon positive ou négative, qui m'amène sur une émotion, c'est-à-dire une réaction physiologique à quelque chose que je perçois et que j'interprète de mon environnement. Et comment ça m'amène à avoir certains comportements en fonction. Voilà. La bonne compréhension, c'est cette prise de recul par l'identification de ces émotions, par la compréhension de ces émotions, par l'expression aussi de ces émotions à soi-même ou aux autres, nous permet d'entrer dans une meilleure régulation, en fait, c'est-à-dire de reprendre la main sur ces émotions plutôt que d'être piloté par ces émotions. Identifions nos émotions, comprenons nos émotions, exprimons nos émotions pour mieux les réguler. Voilà, déjà, cette prise de conscience est un facteur de régulation. Pour moi, cet équilibre-là,
cette gestion de la surcharge mentale en partie passe par le fait de reconnecter à ses émotions. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la dimension intrapersonnelle, mais c'est aussi la dimension, c'est pas mais, et c'est aussi la dimension interpersonnelle. Pareil, hein, l'intelligence du coup émotionnelle qui introduit une dimension relationnelle et interpersonnelle, c'est la capacité du coup à identifier les émotions de l'autre. Et ça, c'est très important de l'identifier en direct, en fait, hein, dans une réunion, par exemple, ou au téléphone. Hein. Qu'est-ce que l'autre ressent, en fait? Voilà. D'essayer de comprendre pourquoi l'autre ressent ça. Alors, c'est lié à quelle interprétation, effectivement, de ce qui s'est passé à l'extérieur, de ce qui a été dit ou d'un événement qui a percuté son cadre de référence personnel, ses valeurs, ses besoins, ses convictions, ses croyances, et qui l'a amené à agir favorablement ou défavorablement en émotion et en comportement. Voilà. C'est de donner aussi la possibilité à l'autre d'exprimer ce qu'il ressent, par l'écoute active que l'on va développer de façon à faciliter l'expression de l'autre. Et puis, par ce chemin-là d'identification, de compréhension et d'expression, on peut amener aussi, aider l'autre à réguler ses émotions. Voilà. Alors après, chacun ses techniques de régulation émotionnelle. Hein, je ne vais pas rentrer, parce que ce n'est pas le lieu, sur les techniques qui nous permettent effectivement de libérer cette charge mentale. Chacun a ses astuces. Il y a des choses que j'expérimente depuis quelques années et depuis quelques mois pour d'autres. C'est une chose dont vous avez pour beaucoup entendu parler de cela, de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, par exemple. Hein. La cohérence cardiaque, hein, c'est un truc très simple et dont les effets sont prouvés scientifiquement en termes de possibilités justement de régulation émotionnelle et de distanciation par rapport à notre ressenti de facteurs de stimulus externes très contraignants. C'est un travail qui consiste très simplement en fait, à respirer 5 secondes par le nez, à expirer 5 secondes par la bouche, et de faire ce mouvement-là continu. Il y a des applications qui existent sur Internet. Donc, on fait ça pendant 5 minutes, le matin, à midi, le soir. C'est la posologie conseillée en général, hein, matin, midi et soir. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir les résultats au bout de quelques jours et de quelques semaines. 3 applications par jour, il faut tenir bon. C'est un effet extraordinaire. C'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé sous scanner, sous IRM. C'est des choses qui sont développées maintenant dans les maternelles, dans l'école primaire pour apaiser des classes dissipées. C'est des techniques aussi de renforcement mental et de densification mentale qui sont proposées à des sportifs de haut niveau. C'est un exercice extraordinairement efficace qui permet de prendre du recul et qui a un bénéfice. Alors, toutes les personnes que je connais qui l'ont mis en place me le disent. C'est un ressenti étrange, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui crée un effet de tampon en fait, entre les facteurs de contrainte externe et notre ressenti. Ça crée un effet de relativisation. Ça ne nous transforme pas en monstre froid, hein. On continue à ressentir les choses, mais ça crée un effet de distanciation et du coup qui favorise la régulation émotionnelle et qui favorise la régulation de la charge mentale. Voilà. Je me permets juste de vous donner ce petit conseil-là, de creuser cette question pour l'avoir exploré personnellement et en voir tous les bénéfices extraordinaires et le voir chez les personnes que je peux accompagner, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Renseignez-vous, vous allez voir, c'est assez simple. Et c'est utilisé alors, depuis pas mal de temps aux États-Unis, dans les pays scandinaves. Ça commence à se découvrir en France et heureusement, c'est accessible. Ça ne coûte rien, c'est juste, alors c'est pas une certaine rigueur et qui nous amène à en tirer bénéfice assez rapidement. Voilà, je me permets de vous proposer ça. C'est un petit cadeau comme ça de conseils. C'est pas de la sophro, hein, c'est plus de la. C'est vraiment du. Voilà, c'est entre la méditation de pleine conscience et la respiration contrôlée, en fait. Bon, tentez l'expérience. 2 derniers blocs de questions. À mon avis, des questions auxquelles tu as déjà répondu, mais peut-être une question qui permettrait de préciser. Le bloc de la motivation. Donc, ceux qui ne sont pas en situation de télétravail, comment est-ce qu'on peut les amener à les motiver? Et plus précisément, par rapport à la situation sanitaire qu'on vit, il y a aussi la difficulté d'arriver à motiver ou en tout cas d'accompagner les agents qui rencontrent des difficultés par rapport au fait qu'ils peuvent avoir des enfants à la maison et qui doivent aussi avoir la casquette d'enseignant pendant cette période-là. Donc ça, c'est ce bloc sur les motivations. Et puis un bloc peut-être qui est un peu annexe sur les questions de freins techniques et surtout les freins en termes d'usage aux outils numériques qui font que certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés du fait de la difficulté d'usage. Ouais. Bon, là, on est obligé de constater les freins technologiques qui sont posés, mais parfois, c'est des freins d'installation. Tout le monde n'a pas été équipé en télétravail et certaines personnes découvrent leur domicile comme étant pas du tout favorable au télétravail.
Pas favorable, pourquoi? Parce que promiscuité très forte, parce que trouble de voisinage, parce que simple vitrage et pas double vitrage, parce que Wi-Fi qui marche peu, mal. Bon, ça c'est évidemment une inégalité devant l'utilisation des technologies de l'information et des communications aujourd'hui qui est vécue durement par certains parce qu'elles se sentent exclues à double titre en fait, même peut-être à triple titre, exclues d'une certaine façon ou retranchées du fait des événements. Exclues parce que certaines personnes vivent douloureusement le fait d'être coupées de la logique collective dont elles ont besoin en termes de motivation, et puis exclues du fait de problématiques matérielles qui les met voilà, qui créent des discriminations par certains aspects. Bon, alors ça, je ne peux que le constater, hein, je n'ai pas de conseil spécifiquement à donner par ça. Hein. Je reviendrai tout de même à cette question qui est un point important. Alors, je crois avoir parlé comme pas mal de la motivation. La question fondamentale derrière la motivation, c'est d'identifier le plus précisément possible. Pour les personnes intéressées, je pourrais même vous envoyer un diagnostic d'analyse de la motivation pour que vous puissiez identifier l'équation personnelle de motivation de chacun de vos collaborateurs. Quels sont les ressorts de motivation? De quoi ont besoin vos collaborateurs pour être motivés? C'est une question vraiment essentielle. Alors, est-ce qu'elle va se jouer maintenant en management à distance? Ça peut être alimenté par des discussions. Ça se prépare surtout avant, mais si du coup vous avez eu le sentiment de louper un peu ce qui motivait vos collaborateurs, par contre, ça peut être une super question à se poser au retour. Voilà. Chacun de vos collaborateurs a une équation personnelle de motivation, distincte, singulière, spécifique en fait. On n'est pas tous motivés par la même chose. Identifiez les facteurs de motivation de chacun de vos collaborateurs. Posez-vous ensuite la question, est-ce que je peux agir sur ces facteurs de motivation? Est-ce que ça dépend de moi d'agir sur ces facteurs de motivation? Si je reprends en partage d'écran, hein, le document que je vous ai présenté tout à l'heure, sur lequel je suis passé assez vite, hein, vous voyez bien ici hein, que je crois qu'il y a 24 critères ou 25 critères hein, de motivation ici présents, engagent sur des registres très différents, enfin très diverses. Il se peut que vous-même, vous soyez motivé par la question de la reconnaissance de la hiérarchie, sur la qualité de la relation. Certaines personnes y sont moins sensibles. Certaines personnes sont très sensibles à l'ambiance, à la convivialité, au soutien mutuel. Et où d'autres personnes sont sensibles à la clarté et cohérence des objectifs. Voilà. Quels sont les éléments qui parlent particulièrement à vos collaborateurs dans leur motivation? Quels sont ces éléments que vous pourriez particulièrement activer à distance? Alors, à distance en collectif, à distance en individualisé, pour essayer de faire en sorte que ces ressorts soient entretenus ou activés par les leviers que vous allez utiliser. Voilà. Donc là, c'est difficile en un temps si court, effectivement, de donner des précisions sur comment activer chacun des leviers sur les ressorts qui, effectivement, marchent. Mais c'est la question fondamentale à se poser. On ne peut pas motiver en soi. Alors, si, effectivement, globalement, en donnant du sens, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire en expliquant, en construisant le chemin. Par contre, sur la motivation pour que ça fasse sens pour l'autre pleinement, c'est un exercice en dentelle extrêmement fin qui nécessite une analyse diagnostique des facteurs de motivation des uns et des autres et des points communs de motivation au niveau de l'équipe. Voilà. Donc, Karine, là, tu reprends une question qui, du coup, m'engagerait sur des précisions encore et encore qui peut-être alourdiraient le propos. C'est une question fondamentale. Je vous l'ai dit, hein, c'est ma conviction profonde. Pour moi, la motivation, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait fondamentalement la différence. Bien sûr, les moyens, bien sûr, l'argent, mais la motivation peut, dans certaines circonstances, jusqu'à un certain point, bien sûr, soulever des montagnes, même lorsque les moyens ne sont pas à la hauteur des objectifs. Alors, jusqu'à un certain point, évidemment, parce que toujours plus avec moins, on tombe dans des injonctions paradoxales qui peuvent être des facteurs générants de la démotivation. Je te propose de conclure avec ce que je viens de relever, qui est une question et peut-être aussi une crainte, en tout cas qui m'a fait sourire parce que c'est très révélateur de la situation. Qu'est-ce qui va se passer si les agents dans les équipes acquièrent trop d'autonomie? Et comme on parlait, et ça a été l'objet finalement de la préparation de ce webinaire, c'est de préparer le retour. Là, on est en plein dedans, quoi. Ouais. Voilà. Quelques mots pour conclure ce webinaire sur cette remarque très pertinente.
Alors, sur l'autonomie, ça dépend comment on considère l'autonomie. L'autonomie, c'est jamais l'indépendance. L'autonomie, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que c'est la capacité à rendre compte de son activité dans la bonne compréhension de son cadre de responsabilité qui fait qui nous autorise à prendre une certaine autonomie, une autonomie forte, mais que dès lors qu'on est motivé pour la mettre en œuvre et surtout qu'on est compétent pour l'assumer, cette autonomie. En fait, l'autonomie, c'est quoi? C'est d'être compétent, d'être motivé dans un cadre de responsabilité bien posé, bien compris, mutuellement en accord avec son encadrement, mais aussi, je dirais, avec chacun des collègues et des collaborateurs. Et c'est la capacité, l'autonomie, à rendre compte, c'est-à-dire à faire du reporting. Alors, le reporting est facilité de façon ascendante, qu'il y a aussi, d'une certaine façon, un reporting descendant et latéral. C'est-à-dire le reporting, c'est d'apporter à l'autre les informations dont on a besoin pour fonctionner. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Et parfois, il y a une confusion entre les deux. L'autonomie, c'est une interdépendance fructueuse dans le cadre des responsabilités définies et de son droit à décider ou pas, en fonction des responsabilités qui nous ont été confiées. Donc, il s'agirait d'être très au clair sur l'autonomie et qu'un agent prenne trop d'autonomie. C'est quoi trop d'autonomie, en fait? Est-ce qu'il ne rend plus compte comme il devrait rendre compte? Alors, non pas sur le comment, sur les horaires, mais sur le résultat. Et il ne faut jamais oublier, je pense, qu'un collaborateur qui prendrait trop d'autonomie, c'est un collaborateur qu'on a laissé prendre trop d'autonomie. On voit ça dans la délégation parfois. On confie à quelqu'un quelque chose qui nous revient parce qu'on considère que cette personne est suffisamment compétente, motivée, il y a une charge de travail qui lui permet d'absorber une charge supplémentaire. On lance la délégation, souvent par un accompagnement, et puis ensuite on laisse filer la personne. Alors, on laisse filer la personne. Ce n'est pas parce que ça se passe bien au début que ça se passera bien par la suite. Le pas de nouvelles, bonne nouvelle, ce n'est pas sûr en fait. Ce n'est pas sûr du tout. Donc, normalement, une personne qui est dans une logique d'autonomie très forte et dans une logique qui peut aller jusqu'à la délégation, normalement a compris, et on a veillé à cela dès le début, en fait, à ce qu'elle vous rende compte à son initiative de l'état de réalisation de ce qu'on lui a demandé de faire. Si on n'a pas de nouvelles, l'idée, c'est quand même d'aller, non pas contrôler, mais d'aller à l'information, au contact, pour savoir où en est la personne. Une personne qui prendrait trop d'autonomie, c'est une personne qu'on laisserait filer. Ce n'est pas du lâcher-prise, là. Ça devient du laisser-faire. Voilà, donc c'est le rôle du manager que de définir le cadre d'autonomie et de faire en sorte auprès de son collaborateur et de l'équipe que ce cadre soit respecté. C'est la coordination, coopération, une coopération qui s'inscrit dans les berges qui font le fleuve. Mais quelles sont ces berges? Est-ce qu'elles ont été posées de façon précise? Revenons aux éléments de coordination et posons-nous la question, est-ce que s'il y a un dérapage d'autonomie, est-ce que ça ne serait pas parce que les berges ou les 5 facteurs de coordination faisant coopération ou faisant prise de responsabilité individuelle n'auraient pas été suffisamment précises, ces berges? Et peut-être que ça vaut le coup de rappeler, de remettre une couche de coordination pour favoriser cette synergie et ce travail en cohérence dans le cadre d'autonomie défini, collectivement et individuellement. Bien, je vois qu'on pourrait rester longtemps ensemble parce qu'il y a tout un tas de sujets encore qui prêteraient à être développés. Comme je vous le disais en introduction, donc ce n'était pas une formation sur le management à distance, c'était vraiment un webinaire qui était directement lié aux questions qui ont été révélées à travers l'enquête qu'on vous avait soumise. Donc, merci beaucoup Stéphane pour tous les propos très intéressants que tu nous as tenus et les éclairages que tu as pu apporter à chacun. Du coup, par rapport au fait que ce n'est pas une formation à distance, je voulais juste vous dire qu'il y a un travail en cours, et notamment avec Stéphane Léa, pour essayer de vous proposer assez rapidement un format de formation pour le coup management à distance qui permettra de revenir sur tout un tas de concepts qui ont été développés là ce matin pendant le webinaire. Donc cette proposition-là, évidemment, j'ai vu un petit message d'Aurélie, ma collègue de la PFRH, qui dit que effectivement nous on propose des formations sur l'intelligence émotionnelle. Donc saisissez-vous-en. Et puis je vois Hélène qui nous fait un petit coucou. Donc Hélène Quick, qui est ma collègue conseillère formation à La Réunion, que j'avais sollicité et invité à participer. Et du coup, on envisage aussi un travail de partenariat pour
donner aussi une valeur symbolique à la distance, avec la distance géographique. Donc, on continuera à vous proposer des webinaires, des formations et puis, comme le disait Stéphane, le support PowerPoint vous sera envoyé et on va voir comment exploiter la vidéo qui a pu être, on l'espère, réalisée. Je te laisse le mot de la fin, Stéphane, et en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Alors, ce n'est pas une conclusion, hein, c'est plutôt un remerciement. Je remercie tous d'être. Je remercie Karine de m'avoir permis de vivre cette expérience. Alors, j'ai déjà fait des webinaires, mais pas avec autant de personnes. Donc là, nous étions 80, 90 présents. J'ai cru noter que le nombre avait pu atteindre 90. Merci à tous. J'espère que mon intervention a pu vous apporter quelques clarifications. Le temps est court. J'ai essayé d'aborder les questions clés et de vous donner quelques éléments de repère. C'est bien sûr à approfondir. On a abordé les choses fondamentalement sous l'angle du management et pas sous l'angle technique, qui reste des points importants, mais ce n'est pas ma plus-value. Par contre, le management, effectivement, si j'ai pu vous apporter quelques repères, c'est bien. Je vous enverrai, on vous fera parvenir le PDF du PowerPoint. Et vous pourrez reprendre ça à tête reposée. Vous verrez, j'y ajouterai des éléments complémentaires qui vous permettront, ils seront avec un enchaînement didactique, d'aller un peu plus loin, en fait, par rapport à vos questions et aux réflexions qu'on a pu développer ensemble. Mon seul regret, évidemment, c'est qu'on n'ait pas pu échanger en direct, que je n'ai pas pu vous voir, que je n'ai pas pu directement répondre à votre question. C'est la frustration extraordinaire, mais en même temps, la chance aussi extraordinaire de pouvoir toucher beaucoup de monde sans pouvoir les entendre, malheureusement. J'espère que j'aurai peut-être un jour le plaisir de vous rencontrer dans des interventions diverses au cours de mes passages dans le Grand Ouest. Merci à tous, merci à Karine, merci à nos invités spéciaux de la réunion et au plaisir de vous rencontrer un de ces jours. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.